Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de la librairie Némé, le Cozy Podcast. Le podcast où on parle de livres et où on blablate. Aujourd'hui, on vous accueille pour le 3e épisode de ce podcast. Nous sommes au mois de mai. Je suis avec Christine. Bonjour. Julie. Bonjour. Les deux co-gérants de la librairie Némé. Et Sanoé. Bonjour. C'est un plaisir de vous voir aujourd'hui. On est du coup à la librairie aujourd'hui, au 47 boulevard de la Liberté sur Rennes. Et globalement, déjà, comment tout le monde va ? Est-ce que tout va bien sur cette table ? Bah écoute, je crois que les températures remontent, donc on va pas se plaindre. C'est ça. On est tous un peu fatigués, on sort tous un peu de maladies ou de gros événements. Toi, tu étais ici pour Rue des Livres ? Oui, tout à fait, oui. Pour le festival Rue du Livre, qui se déroulait le samedi, le dimanche, au Cadet de Bretagne. Voilà, où je dédicatais et présentais des livres. Merci beaucoup de nous accorder du temps et d'être avec nous aujourd'hui pour discuter un peu de ton parcours, de qui tu es, de ce que tu fais, et puis globalement, de passer ce moment un peu livresque, tous ensemble. Justement, je pense qu'on va commencer directement par ça. Est-ce que tu peux te présenter un peu ? Qui es-tu, Sanoé ? C'est la bonne question qu'on se pose tous. Qui sommes-nous ? Moi, je m'appelle du coup Sanoé. Je suis illustratrice pour la jeunesse et la bande dessinée. J'exerce ce métier depuis maintenant quelques années, depuis 2016, on va dire, dès mon premier livre, et j'ai jamais quitté le monde du livre depuis. Voilà. Globalement, nous on te connaît depuis quelques temps maintenant, on te connaît surtout pour tout ce que vous pouvez voir ici, ceux qui regardent la vidéo, donc on te connaît pour Mémoire de la forêt, pour Maléfice, pour La Grande Ourse, pour Lumière, enfin pour plein de choses. Globalement, quels sont les projets en cours pour toi là, sur quoi tu bosses en ce moment, si tu peux nous dire quelque chose aussi. Oui, tout à fait. Toujours sur Mémoire de la forêt, puisqu'actuellement je suis sur le tome 4. Le manuscrit a été fini d'écrire et j'ai attaqué la couverture. Et puis bientôt, on va se réunir avec Mickaël et Loïc, qui est notre éditeur, pour déterminer l'illustration par chapitre. Voilà, donc normalement, si tout se passe bien, de avril à fin juin, début juillet, je travaille sur l'illustration pour qu'on ait un tout beau tome 4 sur nos étals en octobre en librairie, quoi. Trop bien, parce on a grand hâte qu'il arrive. Et pour le coup, Mémoire de la forêt est un énorme coup de cœur en librairie, que ça soit de nous, les libraires, enfin des libraires et du chargé de com, ou même de notre clientèle. Puis on a eu l'occasion de beaucoup collaborer avec toi pour plein de choses, donc c'est un plaisir de t'avoir ici et de pouvoir parler un peu de tout ça. Globalement, tu parlais un peu de délai, de mois, que tu mets combien de temps quand tu bosses, par exemple, quand tu as bossé sur le 3e tome de Mémoire de la forêt, tu as mis combien de temps à le réaliser, complètement ? Alors souvent, je cumule beaucoup de livres en même temps. Pour une question financière, mais aussi une question de changer d'univers, de pas se lasser en fait, toujours d'être enfermé dans quelque chose, de pouvoir switcher, des fois parce que les techniques changent aussi. En termes de dessin, c'est intéressant d'aller chercher d'autres choses. Pour un tome de Mémoire de la forêt, c'est entre 2 et 3 mois de réalisation. Okay. Plutôt 3 mois pour le tome 3, puisqu'il y a il est un peu plus gros et il y a un peu plus d'illustrations. On est quand même sur une différence d'une vingtaine d'illustrations entre le tome 1 et le tome 3. Okay. Donc à peu près une quarantaine pour le tome 1, une soixantaine pour le tome 3. Voilà. Donc ça, c'est plus au fait que plus ça va, plus on nous laisse aussi... l'école et loisirs nous accompagnent aussi sur une fabrication qui est très chouette. Notamment dans le tome 3, on a un carnet qui s'ouvre. Voilà. Donc tout est fait pour penser pour que les lecteurs puissent rentrer dans l'univers à travers du coup l'histoire, mais aussi les dessins. Et ça, c'est chouette, quoi. Trop bien. Donc on parle beaucoup de Mémoire de la forêt, forcément, c'est un peu le livre qu'on connaît tous. Mais justement, peut-être que vous qui nous écoutez et qui nous regardez ne connaissez pas. Est-ce que quelqu'un autour de la table veut un peu présenter Mémoire de la forêt ? Je vais présenter le premier tome. Donc, dans le premier tome, on suit Maître Renard, qui est libraire à la librairie Belle Écorce. Un jour, Monsieur Taupe arrive, parce qu'il y a quelques années, il lui a confié un livre avec ses mémoires, sauf que Monsieur Taupe, aujourd'hui, il a la maladie de l'oubli-tout. Il a besoin de se souvenir de sa vie, et malheureusement, ce livre a été vendu la veille. Et donc, nos deux amis, Monsieur Taupe et Maître Renard, partent sur les routes de Belle Écorce, à la recherche du mystérieux acheteur du livre, et aussi à travers... sur la piste des souvenirs de Monsieur Taupe. C'était
un superbe résumé. Bon, non, c'est vrai que globalement, on en a. C'est marrant, entre guillemets, enfin, c'est un peu marrant de t'avoir aujourd'hui parce que à notre, pardon, à notre dernier podcast, justement, on a eu Chloé, donc professeure documentaliste, et on a beaucoup parlé du coup de littérature aussi plus jeunesse, etc. Et c'est vrai que pour le coup, Mémoire de la forêt en est, clairement. Et pour le coup, nous sommes autour de cette table, personne n'est un enfant. Enfin, Oui, Ouais, bon. voilà. on se pose des fois des questions, voilà, bon. Ça, Pas tout à fait adulte non plus. pas tout à fait adulte, pas tout à fait enfant, mais c'est vrai que c'est aussi marrant et chouette de voir que la littérature qui paraît être jeunesse peut aussi avoir un impact et parler vraiment assez profondément à des adultes. Enfin, je sais que pour le coup, on parle beaucoup avec Julie aussi de ses lectures et de ses retours. Je sais que par exemple, tu as été très touchée par les Mémoires de la forêt. Ah bah moi le 3 je le vends avec un paquet de mouchoirs. Hein. Mais en fait c'est parce que je pense que ça permet de toucher plein de sujets. Pour les enfants c'est une aventure et c'est très joli. Et il y a des amis, il y a plein de personnages vraiment fun. Et puis pour les adultes il y a des sujets qui sont un peu traités différemment et qui nous impactent peut-être plus. Mais en fait c'est ça qui est génial, c'est que c'est des ouvrages où on peut les lire avec les enfants. En fait ça va tout autant intéresser les parents parce que même s'il y a plein d'albums jeunesse qu'on aime, peut-être qu'à un moment, juste aller à la plage ou faire des châteaux dans les albums jeunesse, bon, ça nous attire moins. Mais là, pour le coup, c'est vraiment une double lecture et je pense que c'est aussi pour ça que ça plaît, c'est ce côté où parents, grands-parents vont lire avec les enfants et vont y passer aussi un bon moment, quoi. Ouais, il y a en fait l'idée de dialogue aussi entre les générations, de pouvoir partager un livre avec voilà, toutes ces générations-là. Il y a un retour du plaisir de pouvoir en parler avec ses parents, ses grands-parents. Et c'est vrai qu'il y a un côté universel qui est, voilà, que Michael a vraiment beaucoup développé au travers de cette saga-là. La saisonnalité, je pense, aide. En fait, voilà, vraiment tout est pensé pour que chacun y s'y retrouve. Et c'est ça la force, je pense, de cette saga-là, quoi. Carrément, et puis c'est clair que alors, l'écriture de Michael joue beaucoup, mais l'univers que tu arrives aussi à développer de façon illustrée, etc., joue. Enfin, je sais que moi, par exemple, il y a un puzzle, du coup, Mémoire de la forêt, qui est sorti cet automne, que j'ai offert à ma grand-mère à Noël, parce qu'elle adore les puzzles et parce que c'était la parfaite opportunité. Et elle l'a trouvé sublime, elle a adoré le faire, etc. Et en même temps, du coup, ça l'a hyper intriguée sur l'univers, sur l'histoire. Et maintenant, elle me tanne un peu pour que je lui ramène les Mémoires de la forêt et qu'elle puisse les lire, etc. Donc je pense que c'est un tout de, à la fois, une écriture qui a plusieurs niveaux de lecture et un style visuel et un monde développé de façon illustrée qui attire aussi vachement le lecteur. C'est en fait, au-delà du texte, maintenant, c'est devenu un univers. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, c'est vraiment cette passerelle qui passe d'une histoire à quelque chose où on peut aller chercher d'autres choses et autant voilà, on a la passerelle des mots, on a la passerelle du visuel, on a même la passerelle de la musique puisqu'il existe une série audio de Mémoire de la forêt que Michael a travaillé dessus avec une équipe compositeurs, musiciens, acteurs et ils ont enregistré l'année dernière voilà, qui est une série qui est trouvable sur les plateformes ainsi qu'ils ont composé aussi des musiques puisque c'est 6 épisodes. Les musiques par contre sont trouvables je crois que gratuitement sur des plateformes comme Spotify et voilà si je me trompe pas trop de voilà je suis pas au point sur les plateformes musique mais voilà mais effectivement ça s'enrichit par plein de choses et voilà et si tout va bien en fait la maison d'édition nous permet de développer encore plus de choses autour. La maison d'édition, mais aussi l'accueil, en fait. Le fait que le premier ait eu un tel accueil chez le public et chez les libraires, voilà, de lecteurs qui ont propulsé, en fait, le texte à être bien plus riche et bien plus dans n'importe quel domaine artistique, quoi. Et ça, c'est chouette, quoi. Ouais, c'est trop bien. C'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses qui arrivent autour de Mémoire de la forêt et c'est hyper intéressant d'enrichir cet univers et de pouvoir un peu découvrir un peu plus tout ça. Globalement, j'ai envie de revenir un peu sur toi, sur plein de questions sur comment tu fais tes magnifiques dessins, mais avant, quel est ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça ? Est-ce que tu as fait des études en particulier ? Est-ce que tu te destines à ça depuis toujours ? Non, quand j'étais enfant, je ne me destinais pas du tout à être dans le dessin. Je dessinais un peu, mais pas plus que ça. C'est vraiment la découverte des mangas en fait qui a été un déclencheur. La lecture de voilà, je finissais mon lycée,
je commençais la fac et là, j'ai rencontré tout l'univers du manga et l'univers du fanzine aussi. Ok. De pouvoir faire ses créations, aller les vendre, faire des livres avec. Vraiment, pour moi, ça a été une porte en fait, d'entrée assez importante. Et finalement, j'ai un peu plus dessiné qu'étudié en fac de droit. Donc je me suis décidée de changer d'études et la possibilité, et grâce effectivement au soutien de mes parents, en fait, j'ai pu faire une école privée qui était une école de com, en fait. Une école de com qui était donc en 2 sections, il y avait du graphisme et ma section c'était plutôt multimédia et art digital. En fait, on utilisait beaucoup de la 3D, on utilisait beaucoup pour des studios d'animation ou du jeu vidéo. Donc il y avait encore beaucoup de dessins, notamment une prépa qui était très académique. Et là, vraiment, je pense que ça a été une découverte pour moi, plus le monde de l'art en général, et une ouverture à tout ce qui est possible par rapport à ça. Et en parallèle, je continue toujours les fanzines parce que toujours la création de livres m'intéressait. De savoir comment on fait une maquette, j'avais appris par moi-même, d'aller démarcher des imprimeurs, le monde de papier. Enfin, c'était hyper passionnant de suivre tout ce circuit-là. Et puis finalement, sortie de l'école, j'ai fait des petits boulots à droite à gauche et puis j'ai commencé à présenter des dossiers à des éditeurs. Et puis finalement, à force d'en présenter, il y a à un moment donné, un éditeur m'a rappelé pour faire un livre et c'était le début, quoi. Est-ce que c'était Shunboshi du coup ? Ouais, c'était Shunboshi, effectivement. Oui, Shunboshi. Alors Nobi, je les avais vus plusieurs fois. Deux fois, je leur ai laissé sur deux Montreuil. En fait, Montreuil, c'est un gros salon de livres dédié à la jeunesse donc dans la banlieue de Paris, et où on peut rencontrer des éditeurs et c'est chouette. Et j'avais laissé mon book en fait la première année. Et la deuxième année, j'avais laissé un book, mais aussi un dossier en fait que j'avais fait avec une autrice. Et puis, il s'était souvenu de moi. Donc déjà, je me dis, c'est cool, voilà. Déjà, ça part bien. Et puis, finalement, 5 mois plus tard, il me rappelle et me dit, écoute, ton dossier ne correspond pas à notre ligne éditoriale qui était très sur le Japon. Et moi, je n'avais pas du tout accès là-dessus. Vraiment, je pense qu'au début, on est un peu paumé, donc on va un peu taper à toutes les portes possibles. Et finalement, ils m'ont rappelé en me disant, mais nous, on a un texte et ton dessin nous intéresse. Et puis, à partir de là, c'était... voilà, quoi. C'est parti, quoi. C'est top. Justement, on parle... Je suis désolée, je suis malade. On a prévenu en début de podcast qu'on sortait de maladie. On n'est pas tout à fait sorti encore. Ça va venir. Ouais. Ça va aller. Je suis désolée, c'est potentiellement moi qui te l'ai refilé en plus. C'est un partage, tu vois. C'est ça. Notre équipe partage tout. Pour se partager les maladies, on n'hésite jamais. Hein. Mais globalement, on parle beaucoup du coup de ton style visuel, de ta façon de créer. Justement, je vais avoir 2 questions. Comment toi, tu définirais déjà ton style graphique ? C'est la pire question, c'est le piège. Je suis désolée. Non, mais après, moi, je pense que ça s'apparente à ce qu'on appelle le semi-réalisme. C'est-à-dire que c'est pas du réalisme parce que je modifie les proportions des personnages, qu'elles soient humaines ou animales. En fait, je joue sur... effectivement, Mémoire de la forêt, c'est plus ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme. C'est-à-dire que on modifie le fait que l'animal ait des caractéristiques humaines. Tu vois, ils se portent plutôt comme un humain, ils se portent sur des jambes et pas à 4 pattes. Ils sont habillés comme des humains et pas comme... Voilà, quoi, ils sont habillés déjà. Oui, déjà. Voilà. Donc, anthropomorphisme pour Mémoire de la forêt. Après, il a fallu jauger, en fait, le niveau. C'est-à-dire que des fois, il y a plusieurs niveaux. Ça veut dire, soit on va vers plus l'animal, soit on va vers plus l'humain. On essayait d'être un milieu entre les deux, voilà. Et puis, voilà. Et après, pour la bande dessinée, voilà, plutôt semi-réalisme, où vraiment, je pense que le manga a vraiment influencé ce que je fais. Donc, effectivement, on retrouve de ça dans mes dessins d'humains. Et voilà. Très bien. Voilà. C'est très clair. C'est assez... Et évidemment, je vais te poser la question dont personnellement je connais un peu la réponse parce que je t'ai déjà vu travailler au café de la librairie. Donc voilà, mais globalement, c'est quoi tes outils ? Comment tu crées ? Est-ce que tu passes plus par du papier, par du numérique, par des logiciels particuliers ? Eh bien... la contrainte, on va dire, au niveau de fabrication des livres et de temps, en fait, qui nous aide. Voilà. J'ai fait le choix de faire un mi-numérique, mi-traditionnel, parce que je suis pas à l'aise au tout numérique. Mais ça, c'est parce que je n'ai jamais su... l'ancrage parfait
pendant des années, j'ai essayé et j'y arrivais pas du tout. Et je trouvais que mes dessins, en fait, étaient très... pas vivants, enfin, perdaient vraiment beaucoup de leur qualité, en fait, quand j'essayais d'ancrer. Alors que, venant du manga, l'ancrage, je trouve ça trop beau et tout. J'avais envie de faire la même chose, mais en fait, moi, ça rend pas bien. Et puis, je suis retombée sur des très, très vieux dessins de toute petite, où je dessinais vraiment au crayon. Ouais. Et j'ai repris le crayon papier en me disant, Et en fait, vraiment, je trouve ça plus vivant. En fait, quand j'encre pas, mais quand je garde un peu ce côté un peu de sketch, dessin, même si c'est un peu, j'essaie d'être un peu le plus clean possible, mais ça me permet de me rajouter des textures, rajouter certaines ambiances en fait que j'aime bien. Et puis j'ai découvert aussi que beaucoup d'auteurs de bande dessinée travaillent comme ça au clean crayon, et je trouve ça très bien en fait. Et je me suis dit en fait on n'a pas besoin d'un ancrage, c'est pas tant que c'est lisible en fait, tant que notre intention est lisible, peu importe. Donc avant je faisais mon storyboard à la main, mais puis il y a eu l'invention de tout ce qui est tablette, le fait que ça soit plus accessible, disons à l'achat, même si c'est un coût, ça reste du matériel, mais donc maintenant je me sers de tablette graphique, de iPad en fait, où je peux dessiner dessus pour faire tout ce qui est croquis et storyboard. Ouais. Pourquoi ? Parce que ça me permet de modifier, si j'ai un élément que je veux rétrécir, une case que je veux changer, en fait ça se fait en 2-2, alors qu'en papier il fallait revenir, Donc c'est un gain de temps qui est même pas négligeable en fait dans nos métiers. Et du coup j'imprime, et toutes mes planches sont faites donc au crayon à papier, donc je reviens chercher le trait qui m'intéresse dans mon croquis. Et c'est pareil pour les croquis de Mémoire la forêt, donc tous les dessins existent en vrai, au crayon. Ça prend de la place. C'est un peu stylé. Ça commence à prendre... Pour certaines BD, notamment, je pense à Maléfice, à Maléfice aussi, et à La Grande Ourse, je reviens avec de l'aquarelle, en fait, en gris, où je vais chercher un peu, pareil, une texture, une ombre. Donc souvent, c'est donc du coup mes planches en crayon avec un peu de touche d'aquarelle dessus, ce qui va me permettre après de scanner tout ça et revenir soit sur le PC, soit sur l'iPad, pour venir chercher les couleurs en fait. Ok. Voilà. Donc tu as toute l'étape, si je résume, tu as toute l'étape de croquis et de storyboard sur tablette. Après toute la partie de dessin vraiment classique, traditionnel. Voilà. Et après tout ce qui va être colorisation plus sur numérique. Ouais. Ok. Nous faisons une pause. Après cette petite interlude maladie, on est de retour pour ce podcast. Je crois que Julie avait une question à poser. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de Mémoire de la forêt, donc que tu travailles avec Mickaël. Et nous, après Ishenboshi, que j'ai adoré, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, on t'a beaucoup connu, notamment pour ton duo avec Elsa Bordier. Et là, pour le coup, comment vous vous êtes rencontrés ? Comment vous avez commencé à travailler ensemble ? Alors, c'est pour la petite histoire, en fait, en même temps que Ishenboshi, en fait, que le premier contrat arrivait, j'étais en contact, moi, avec Barbara Canepa, qui était éditrice à l'époque pour Delcourt et la collection Métamorphose, et qui voulait que je travaille pour l'édition, pour une bande dessinée. Et elle m'avait mis contact avec des pistes, des auteurs et tout ça. Et en parallèle, je reçois sur ma boîte mail une proposition de scénario toute discrète, signée par Elsa Bordier, qui avait fait, en fait, avait eu un contact avec une autrice qui lui avait donné plein de liens de plein d'autres autrices qui pouvaient potentiellement travailler avec elle sur ce scénario. Et finalement, du coup, j'ouvre le mail et je commence à lire l'histoire et je me dis, je me projette bien dans ce texte-là. Et elle était en contact avec Clotilde Vu, qui était l'autre éditrice de Métamorphose. D'accord. Donc, de fil en aiguille, en fait, on dit, non, en fait, on voudrait travailler ensemble, quoi. Et du coup, quelques années plus tard, du coup, sort la Grande Ourse, du coup, chez Métamorphose, qui est notre première BD, une bande dessinée toutes les deux. Et la collaboration, c'est plutôt bien déroulé. Le duo fonctionnait, quoi. On avait vraiment un dialogue graphique et Puis, les deux univers matchaient bien, je trouve, que le texte et le dessin sur La Grande Ourse. Tout à fait, ouais. C'est vraiment... Il y avait quelque chose, quoi. Il y a des rencontres comme ça qui sont un peu, un peu magiques. Et du coup, je lui ai confié... moi, j'avais écrit Maléfice, le tome 1
en très 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 succinct en fait des des petits en fait je lui disais bon petit tiré il se passe ça dans le chapitre 1 le personnage doit faire ci le personnage doit faire ça et en fait je lui ai confié en disant bah voilà j'ai ça dans mes cartons est-ce que ça t'intéresserait de voilà donc on reparte ensemble dans une collaboration et en fait elle était hyper enthousiaste et elle m'a du coup elle a travaillé sur le scénario du tome 1 et puis c'était cool enfin vraiment Je confirme, c'était cool. voilà C'était très cool. voilà on a voilà vraiment un ping-pong hyper intéressant et puis on est parti en recherche d'éditeurs. Voilà, donc on a fait des petites rencontres éditeurs, on a vu et c'est Jungle qui nous a qui nous a appelé, qui nous a dit bah nous on aime beaucoup et on voudrait vous éditer et voilà l'aventure Maléfice commençait comme ça. C'est hyper intéressant de voir qu'il n'y a pas de chemin tout prêt en fait, c'est-à-dire que ça peut être sur dossier, ça peut être sur une rencontre, voilà. Ouais, faut pas se fermer à n'importe quelle possibilité en fait. Non, j'ai tout eu, effectivement il y a des notamment alors en BD c'est souvent des choses qu'on construit ensemble et voilà, mais pour Lumière ou que pour le Silence et d'ombre, c'est l'éditeur et l'auteur qui sont venus me voir en tout cas Lumière c'était les deux, c'était l'éditrice et le scénariste qui était venu me voir pour faire voilà, qu'ils avaient en tête ce projet-là. Et ils ont pensé à mon dessin, puisque l'éditrice avait la grande ours sur son bureau. Et alors, c'est plus souvent le cas en BD, donc il y a d'être plutôt un duo et de présenter des projets. Ça l'est beaucoup moins en roman, par exemple. Mais dans la forêt, ça reste quand même une petite exception, je pense, parce que la plupart des romans, moi, je ne rencontre jamais les auteurs. En fait, je travaille avec l'éditeur. Et des fois je croise des auteurs des années plus tard ou vraiment parce que dans les salons en dédicace et pas du tout voilà quoi on n'a pas du tout ce rapport là moi tout est le filtre de l'éditeur voilà c'est plus des projets commandes on va dire c'était le cas pour Insomboshi j'avais jamais rencontré Alice Billerake on s'est rencontrés 2 ans plus tard après la sortie du livre sur un salon. Et bon, c'était chouette. Voilà. Après, elle disait qu'elle quand même l'éditeur lui passait des choses et elle pouvait quand même voilà. Et des fois, on a les retours aussi auteurs dans le retour éditeur. Mais voilà, c'est beaucoup plus impersonnel que la BD. Je pense que comme c'est des plus longs projets, effectivement, je crois que c'est bien quand ça part d'une vraie formation de duo. Quand c'est un vrai duo, c'est juste un échange par mail. Quoi. Ouais, je pense que ça apporte beaucoup plus au projet. Déjà, nous, pour la réaliser, je pense que c'est plus agréable. Mais ouais, non, c'est... Voilà. Mais ça arrive, effectivement, d'être juste démarché parce qu'on correspond au projet et puis c'est parti, quoi. Trop chouette. On parle beaucoup, là, ce matin, de Sanoé en tant qu'illustratrice. Donc, tu nous as déjà donné quelques pistes de toi qui a eu quelques idées de scénario, etc. Est-ce que Sanoé autrice un jour peut-être Bah écoute, avec un peu de chance, là mon dossier est chez mon éditeur, donc ouais, j'avais envie d'écrire, je pense qu'à force de voir en fait, j'avais du mal à passer le cap en fait, ce qui était le cas pour Maléfice ou même pour le 2 et tout, ça était vraiment un ping-pong avec Elsa. On est parti sur vraiment, enfin je me suis dit il va falloir à un moment donné que je passe ce cap-là d'autrice. Et on en discutait. Voilà, je sais que j'ai Mickaël et Loïc, mon éditeur chez l'École des loisirs, quoi, m'ont poussé un petit peu à dire vas-y. Voilà, et je pense que des fois, il y a des moments en fait, dans la vie, il nous arrive des choses et on a envie d'en parler. Et du coup, j'ai commencé à écrire cet été. Okay. Voilà, un album illustré et là le chemin de fer et la première écriture, on va dire, est voilà, dans la boîte mail de mon éditeur. Voilà, Loïc, s'il te plaît, pour moi. Non, il était plutôt intéressant. Donc en fait, vraiment, j'ai espoir que cet album se réalise, quoi. Trop chouette, trop bien. 100% ça. Non, trop bien. Donc globalement, tu nous as dit un peu ça. Le futur là, de Sanoé, les prochaines sorties, etc., c'est quoi ? Alors, du coup, effectivement, le tome 4, Mémoire de la forêt, mais pas que, puisque plein de choses se développent autour de l'univers. Là, cette semaine, je suis en plein dans le prochain puzzle qui va sortir, voilà, pareil, à peu près vers octobre. Il prévoit une petite chose comme un petit calendrier aussi.
petit grand calendrier, mais voilà. Non, c'est trop chouette, vraiment, voilà, dans l'univers. Et puis il y a la bande dessinée, effectivement, aussi, Mémoire de la forêt. Donc on adapte le tome 1, pareil, avec, comme pour la série audio, Michael est parti d'un autre narrateur, en fait, pour peut-être montrer des choses qu'on voit pas forcément dans le roman, quoi. Et du coup, là, je travaille sur la bande dessinée, j'en ai pour un peu de temps à travailler dessus, parce que pour le coup, je travaille dessus à l'aquarelle. Donc en couleur directe, et c'est un challenge pour moi. Surtout que c'est un gros bébé, hein, une grosse pagination, la BD. Et mais j'avais envie de, je pense que c'est ce projet-là qui pour aussi changer de technique par rapport au roman, pour amener un peu de nouveauté, de changer de façon de faire. Bon, c'est des grands doutes, hein. Là je suis dans les premières pages, à chaque fois je suis là, c'est horrible, j'ai envie de tout recommencer. Puis en fait finalement je vais pas recommencer, hein, c'est trop de travail. Voilà. Je suis sûre que c'est super. Oui, mais c'est le problème, hein. C'est les débuts. C'est aussi un deuil de pas pouvoir, parce que le numérique nous permet de zoomer, de faire plein de détails, Là, non. Là, c'est nos yeux. On a eu la chance de devoir dessiner le puzzle l'hiver dernier. Tout à fait, je me rappelle le zoom pour vérifier que tous les dessins étaient bien là, tout était bien. Et j'avoue que ça doit être un confort de passer à l'aquarelle. Mais ça rend d'autant plus le projet intéressant, parce que même nous, en tant qu'acheteurs, parce que ne vous leurrez pas, hein, on adore, donc on achète tout. En fait, c'est super d'avoir des formats différents. Ça veut dire que ça y apporte un intérêt, parce que même si on aime l'histoire, si c'est tout le temps la même qui revient sur d'autres supports, je trouve ça hyper intéressant d'avoir des nouveaux narrateurs et tout. Je suis sûre que ça va être trop bien. Nous, en tout cas, nous, on n'a pas de doute, hein. On va espérer. Et voilà, donc je suis en plein storyboard et quelques pages couleurs pour roder un peu le tout. Je pense que si tout va bien, voilà, début 2026, ça serait fini. Même livre, enfin dans les étals, en fait. Moi, il faudra que je finisse en 2025. Hein, pour ça. Et en dehors de Mémoire de la forêt, une volonté de faire des albums illustrés. Donc là, si voilà. J'attends mon contrat, là on est vraiment la période de négociation s'est faite, voilà, chez un album illustré chez Kaléidoscope, pardon. Pour ceux qui connaissent, qui l'ont lu l'année dernière, Kaléidoscope, c'est ceux qu'on fait Chevalier Chouette. Oui. Voilà. Souvent ça parlera. Voilà. Donc, ils ont d'autres choses, hein, mais c'est souvent celui qui est le plus. Ouais, il est trop chouette. Ouais, il est excellent. Donc. Pour dire chouette. Alors moi je suis team premier degré aujourd'hui. La blague était très bonne. Mais j'avoue que j'ai vraiment hâte de te retrouver sur de l'album jeunesse. Moi, le coup de cœur, il est venu sur Ishan Boshi. Et j'ai vraiment hâte que... Ah bah ouais, depuis Soon, effectivement, je n'ai pas retouché à faire de grandes illustrations. Donc, moi aussi, j'ai hâte. Voilà, non, le texte est mignon et voilà quoi, dans les choses dans lesquelles je peux parler. Trop chouette, plein de choses. Oui, plein de choses qui arrivent, plein de projets. Nous, évidemment... La majorité des projets, quand ils sortiront, vous pourrez les retrouver à la librairie. Parce que de toute façon... Oui, on les aura, je sais pas. Il y a des grands admirateurs de ton travail, forcément. Ce qu'on n'a pas, c'est qu'ils sont plus dispo. C'est ça. Oui, Isumboshi, oui. Et il y a une fin, des fois, des livres. C'est comme ça, c'est la vie du livre, quoi. Des fois, le livre n'est plus imprimé, il s'arrête. Voilà. C'est comme ça. Mais trop bien, en vrai. Je pense que sur les sujets un peu... que je voulais te poser, c'était pas mal. De toute façon, il va y avoir un deuxième podcast un peu hors série qui devrait suivre celui-ci dans les prochaines semaines et qui ira un peu plus dans le détail de ton travail en tant qu'illustratrice et autrice, les rapports avec les maisons d'édition, tout ça. Donc ça sera dans une deuxième partie. Globalement, je vais vous faire tous intervenir un petit peu pour parler livres. Parce qu'on est aussi là pour parler livres, quand même. Oui. C'est dans la baseline. Même si c'est ce qu'on fait depuis à peu près 40 minutes, hein, quand même. Mais qu'est-ce que vous avez lu ces derniers temps que vous avez aimé ? Qu'est-ce que vous voulez présenter au monde ? On va laisser Sanoé commencer quand même. Surtout qu'on en a un en commun. Je crois, parce que je suis incapable de me souvenir de ce qu'on a enregistré du numéro précédent, mais je crois que j'ai parlé de Nous traversons des orages aussi. D'accord, ok. Mais j'en ai parlé parce que tu m'en avais parlé. Ah bah oui. J'ai un peu forcé la main. Lis-le. J'ai pas regretté. Oui, bah oui, c'est un gros coup de cœur l'année dernière, en fin d'année. C'est un moment où je me suis un peu posée en décembre pour lire pas mal de choses, donc c'était chouette de revenir un peu à la lecture.
Mon métier, des fois, il y a des périodes où je n'ai pas le temps en fait, de lire, où je lis parce que je lis les propres livres. Genre mémoire, quand je travaille dessus, je dois le lire au moins 4-5 fois. Quoi. Oui, ouais, Voilà. bien sûr. Pour la relecture, pour retrouver des détails ou des choses comme ça pour aider mon travail. Donc voilà. Donc la lecture plaisir, des fois, elle prend du temps. Et ces dernières années, je pense que j'ai repris goût à ça. Quoi. Donc c'est cool, j'espère. Voilà. Continuer dans cette vague-là. Je pense qu'on a tous des moments où on lit plus parce que on a trop de vie, trucs à faire, la vie, et puis parce qu'en fait on en a lu trop et que ça reste notre métier, donc on a un peu tout le temps la tête dedans. Mais je trouve que ça rend d'autant plus beau les coups de cœur qu'on a. Mais oui, ouais, c'est clair. Donc là, je lisais les sorties et je vois Traversant les orages et de Anne-Laure Bondou et je me dis, bon, je suis intriguée par cette couverture. Le résumé sur une saga familiale, en fait, partant de 1914 jusqu'à nos jours. Je me dis, ah là là, pourquoi pas, laissons-nous embarquer. Et vraiment un énorme coup de cœur voilà, sur une thématique sur la violence des hommes, en fait, en général. L'impact que ça a sur des générations. Voilà. Je pense que vraiment, voilà, quoi, c'est une lecture, je l'ai dévorée. Quoi. Vraiment, et puis du coup, j'ai de suite, je crois, je l'ai fini. Le lendemain, je suis allée acheter L'aube sera grandiose. Pour confirmer un peu, et en fait c'est au-delà du texte, je crois que c'est la manière dont elle écrit qui me plaît le plus et qui me touche le plus en fait. Et c'est souvent ça en fait. Moi je m'arrête pas forcément à une lecture texte, c'est-à-dire que je peux lire de tout, mais je pense que c'est la plume qui me séduit plus que la thématique en fait en soi. Voilà. Du coup, je lis aussi les livres de la Terre fracturée. J'avais dévoré le 1 il y a maintenant 2 ans, je pense. Je suis un peu en retard sur le 2. J'avais acheté le 2 de suite parce que le 1 m'avait énormément... pareil, j'avais beaucoup aimé. C'est une lecture que j'ai faite parce qu'on m'a conseillé de la faire. Enfin, c'est... une amie qui s'appelle Aurore, qui est autrice de bande dessinée, qui est très talentueuse et que j'adore, et qui est une grande dévoreuse de livres. Et m'avait parlé du tome 1, et puis du coup, je me suis laissée tenter, et j'ai adoré le tome 1. Donc là, je suis à... Allez... un peu plus de la moitié du tome 2. C'est pareil, je l'ai laissé longtemps sur ma pile à lire, et puis finalement, je l'ai commencé là, il y a un mois, quoi. Et, comme je lis plusieurs livres en même temps, suivant... En fait, j'aime bien les poches parce que quand je prends le métro, c'est quand même plus facile qu'un gros pavé. Oui. Clairement. Donc, c'est mon livre de transport. Voilà. Je comprends. Train et métro. Ce qui fait que j'avais commencé aussi les Chroniques de l'érable et cerisier. J'avais lu de Camille Monceau dans la collection Inari qui est dirigée par Michael chez Robert Laffont. Je crois, non, oui, je ne me trompe pas, je crois. Je suis en train de réfléchir, mais oui, c'est Robert Laffont. Et du coup, j'avais lu c'est Le secret des pamplemousses. Oui, okay. Et pareil, j'ai été intriguée par la manière dont elle avait raconté en fait. Donc c'est une histoire de famille. J'aime bien les histoires de famille. Et du coup, je me suis lancée dans les chroniques de l'érable et du cerisier. Et pareil, j'ai dévoré le 1, le 2 hyper rapidement. Et puis le 3, comme c'est un gros pavé, je ne peux pas l'emmener en transport. Donc je le lis sporadiquement le soir. Et donc je suis toujours sur le 3 voilà, depuis janvier. Donc c'est pas grave, je vais y arriver petit à petit. Voilà. Petit à petit, on y arrive. Voilà. Donc voilà, mes lectures, un petit peu coup de cœur de fin d'année 2023 et mes lectures début 2024. Trop chouette. Vas-y, comme ça. On finit avec Wesley ensuite. Ok, très bien. Et alors, j'avoue qu'on parlait de panne de lecture. Ça fait 4-5 jours que j'en ai une. Alors, pour beaucoup, c'est pas énorme. Je me rends compte en le disant. Ça fait 4-5 jours que j'ai pas lu grand-chose. Mais par contre, je voulais reparler de Force Wing parce qu'il est sorti là il y a un mois, je pense.
Et On du tourne coup, ça du on coup. tourne ça le 15 avril, 16 Ça. avril, 18... Non, on On est le 18 totalement mars. en mars. On tourne ça ouais. mi-mars. Ouais, mars. Ça sort en mai, mais on tourne ça mi-mars. Ouais. Force Wing est sorti il y a un peu plus d'un mois maintenant. C'est ça. Et donc Force Wing, alors c'est classé en young adulte. On suit une jeune femme qui était destinée à devenir scribe et un jour sa mère lui explique que non, elle va devenir dragonnière parce que c'est ce que toute sa famille fait depuis toujours et que son père qui était scribe n'est plus là. Donc de toute façon, voilà, elle va devenir dragonnière. Sauf que c'est pas seulement d'être dragonnière le défi, c'est aussi de survivre, en fait, ne serait-ce que d'accéder à l'entraînement des dragonniers, et puis de survivre tout court, d'espérer qu'un dragon va accepter de s'associer avec elle, et puis ensuite de partir peut-être à la guerre. C'est hyper bien fichu, l'univers est très vaste, il y a un peu de romance, donc certains diront qu'il faut le classer en romantaisie. Là, après, c'est à l'appréciation de chacun. Je l'aurais pas mis en romantaisie, mais peut-être que j'aurai des surprises par la suite. Il n'y a pas de temps mort, c'est vraiment... Il y a toujours quelque chose. Voilà, on s'arrête pas, c'est hyper dynamique, hyper rythmé. Et voilà, vraiment j'ai adoré. Et tout à l'heure on parlait de la plume, on nous a souvent posé la question aussi sur la traduction. Alors, très honnêtement, moi j'ai pas lu la version anglaise, donc je peux pas juger sur la traduction. Donc je réponds en podcast parce que... Voilà, je vais mettre dans les commentaires aux gens, venez écouter notre podcast, hein, très clairement. Et aussi parce que, donc, en dehors du fait que j'ai pas lu en anglais, donc je peux pas juger cette différence anglais-français. J'ai pas vu de grosses fautes. Moi, il n'y a rien qui m'a perturbée. Effectivement, des fois, il y a un peu des paroles, ou en tout cas des écrits qui sont un peu comme si on les disait, comme, tout simplement comme si on parlait. Mais pour moi, ça va avec l'univers qui est très... Enfin, faut que ça bouge, quoi. C'est-à-dire que peut-être ils vont mourir dans 2 pages. Ils n'ont pas le temps de faire des grandes phrases. Voilà. Donc, j'ai rien à dire sur la traduction en particulier. J'ai trouvé ça hyper fluide à lire. Donc, peut-être que les dramas TikTok, c'est bien. Il y a des choses pour lesquelles ça vaut la peine. Mais voilà, je rentrerai pas dedans. Moi, j'ai passé un très bon moment. Et ensuite, parce que je l'ai enfin fini, il y a Une vie comme les autres. Je sais pas si t'en as entendu parler, Sana. Alors, j'ai juste vu ta story. Ouais, j'avais la tête défigurée. Oui, voilà. En fait, nous, quand on a ouvert, il y a énormément de clients qui nous l'ont demandé. Et donc, j'ai été un peu intriguée et j'avais vu aussi des TikTok sur je démarre Une vie comme les autres et je finis Une vie comme les autres. Et vraiment, les gens étaient ravagés. Donc, je me suis dit, hé, hé, je vais lire ça. J'ai mis 1 mois à le lire parce que c'est un pavé. En grand format, il fait 800 pages et en poche, il fait 1300. Il est, pour le coup, là, si on parle de plume, il est hyper intense. L'écriture, elle est très très lourde. En fait, elle est chargée de plein de choses, de sentiments, de détails et tout. Et en fait, c'est une chronique de l'amitié. On suit 4 garçons qui vont devenir des hommes. En fait, on les suit de leurs 20 ans à leurs 60 ans. On les suit sur plus de 40 ans. Et c'est leur amitié de coturne à la fac à devenir professionnel, enfin galérer dans leur vie d'étudiant, de leur vie professionnelle dans un premier temps, connaître le succès ou pas. Et alors, je vais pas vous spoiler du tout, mais dès le début, on sait qu'il y a un personnage qui a eu une vie vraiment pourrie. On n'a aucun doute là-dessus, c'est juste qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et en fait, on va décrypter sa vie au fur et à mesure. Et c'est extrêmement bien écrit. Je pense que j'ai pleuré sur le dernier quart. Hein. J'ai pleuré aussi au milieu, mais ouais, j'ai pleuré beaucoup sur ce bouquin. Pour les gens qui veulent un jour le lire, sachez qu'il y a énormément de trigger warning, c'est-à-dire que tout ce qui peut vous gêner est dedans. Voilà. On va pas se mentir, ouais. que ce soit de l'agression physique, sexuelle, verbale, comment on dit j'ai plus le nom. Scarification, dépression, harcèlement. Enfin voilà, il y a à peu près tout. Mais tout est dosé. Et en tout cas, voilà. Je dis pas que le livre est parfait. Je dis que même sur toute l'histoire en elle-même, il y a des choses qui sont peut-être un peu abusées. Mais tout était trop bien. Enfin, vraiment, je le relirai en anglais pour le coup, parce qu'on parlait de traduction tout à l'heure. Mais je vais attendre d'avoir déjà bien digéré les larmes que j'ai versées pendant Récupère plus ton stock de larmes. Ouais, non, mais j'ai vraiment pleuré. Puis ce qui est assez dingue, c'est que je me suis mise à pleurer à un moment dans le bouquin. Il a fallu que je m'absente pendant 2 heures. J'ai repris le bouquin, je me suis remis à pleurer tout pareil. Voilà. Donc, mais c'était vraiment excellent. Et donc ça, c'est les 2 derniers que j'ai... Enfin, c'est les 2 derniers que j'ai lus. Les 2 derniers que j'ai lus qui m'ont beaucoup marqué. Et sinon, je viens d'attaquer un livre qui, pour le coup, sera sorti quand vous écouterez le podcast, puisque ça sort le 5 avril aux éditions Ozu. Et ça s'appelle Les Whisper Weeks. Donc là, j'ai lu 3 phrases, 3 chapitres. J'abuse un peu. Ça a l'air d'être un mélange de surnaturel, de magie. C'est destiné à la jeunesse. Et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Elisabella et qui a perdu son frère. En fait, son frère est disparu. Et donc, elle part à sa recherche dans un monde qui apparemment n'est pas dans le nôtre. Et sur la trace des mystérieux Whisper Weeks. Voilà, accompagnée de Benjamin.
Le début, en tout cas, était fun. Enfin, voilà, j'ai plongé dedans. J'ai hâte de pouvoir le finir, mais ce sera dans les prochains jours. Voilà. Et Christine, que lis-tu? Alors, moi, pour rester dans la littérature jeunesse, j'ai lu Les Clopin-Clopin, bande de bras cassés. De chez École des loisirs, pareil, il sera sorti quand le podcast sortira. Là, il est prévu pour fin mars. Et on va suivre du coup une bande d'aventuriers qui est un peu tout cassé. Ils sont tous cassés. Il y a un barbare aveugle qui est contre la violence. Il y a une aventurière qui a une jambe qui ne fonctionne pas très bien. Une elfe qui a un problème, mais on ne sait pas encore quoi. Et un lutin qui est censé être farceur et très joyeux, qui est censé adorer tresser la crinière des licornes, qui est en fait un petit dépressif qui voit tout en noir. Et donc cette joyeuse bande cherche à avoir du coup des contrats d'aventuriers et on va voir comment ils vont réaliser leur premier contrat qui est de bouter les Yétis hors du palais royal que le roi veut récupérer pour y établir ses quartiers. Et donc c'est très, très doux, très sur l'écoute, comme ils ont tous eu des vies assez difficiles, on voit comment leur amitié s'est créée et surtout comment ils vont vaincre les nombreux périls auxquels ils vont devoir faire face. Très doux et les dessins sont très chouettes, illustrés par Chevalier Gambette. Oui, Ça me fait beaucoup rire. celui qui a illustré Les Sœurs Hiver, non? Si je me souviens bien. J'ai pas fait attention, je suis nulle pour les noms du coup. Il me semble. En tout cas, le style graphique m'y fait beaucoup penser en fait. Je te fais confiance là-dessus, mais du coup, c'est. T'as plus un œil graphique que... Ouais, c'est ça. Je peux me tromper. Mais je n'ai pas de mémoire pour quoi que ce soit. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Et deuxième lecture que j'ai en ce moment, c'est le tome 2 de Mystic Flown, qu'on a commencé avec Wesley. Donc là, c'est le tome 1 pour ceux qui voient le podcast en vidéo. Donc c'est une duologie écrite par Dana Béchalis. Et on va être dans un monde, premier volume, on va suivre Sage, qui est un jeune garçon, un jeune homme qui s'est fait poursuivre depuis son enfance pour son type de magie particulier. Il est ce qu'on appelle un joueur, donc il possède des cartes de tarot qui lui permettent de maîtriser sa magie. Et il a 2 cartes extrêmement rares qui sont convoitées par globalement tous les pays du monde pour avoir de la puissance. Et donc il se cache. Depuis des années, il est traqué. Et là, on lui propose une année où il pourra se cacher dans une université. Et donc essayer d'avoir une vie à peu près comme les étudiants normaux. Aller en cours, essayer de se faire des amis, ne pas avoir besoin de fuir chaque village où il va. Surtout de faire attention à qui est derrière son dos. Et donc on va voir comment cette année va se passer, et notamment sa rencontre avec Diba, une... je n'ai plus le nom. Émotionnelle. Émotionnelle, merci. T'inquiète. Je suis en train de le lire aussi, donc j'ai l'air. Une émotionnelle qui, de même, à cause de son type de magie particulière, a été mise à l'écart depuis toute petite. Et on va voir comment leur amitié va leur permettre d'avancer tous les deux vers un but commun. Le tome 1 était fantastique, je l'ai lu sur les conseils de Christine, et j'ai adoré le tome 1, le tome 2, j'ai pas encore suffisamment avancé, je suis loin de la fin, mais il y a plein de rebondissements qu'on n'imaginait pas, ça prend un turn un peu plus SF aussi, que ça laissait le présager, c'est trop bien. C'est en 2 tomes, c'est super. Ouais, c'est ça. Terminé en 2 volumes, la fin du 1 est en mode... mais il me faut la suite, qu'est-ce qui se passe ? Et le début du 2, pareil, ça enchaîne... Je suis aux 100 premières pages et c'est de l'action non-stop. J'ai pas réussi à le lâcher avant 100 pages de toute façon, donc voilà. Très très chouette. Globalement, voilà, je pense qu'on est pas mal. Moi de mon côté, j'avoue, je parlais de panne de lecture tout à l'heure, ça fait à peu près 1 an que ici ça lit moins un peu. Ouais, mais tu lis quand même. D'ailleurs, je voulais te demander, tu l'as lu le manga chez Mangetsu, la Flowers sur la céramique ? Bien sûr. Parce que tu l'as acheté, mais c'est ça, tu peux le présenter. C'était incroyable. Alors je l'ai pas avec moi, mais The Blue Flower and the Ceramic Forest, 2 tomes pour l'instant sortis chez Mangetsu. C'est adorable. C'est très doux. On va suivre une jeune fille qui... Je suis nul pour les noms, donc je vous dirai une jeune fille et un jeune homme. Voilà, soyez assurés de ça. On suit une jeune fille et un jeune homme qui travaillent tous les deux dans
atelier de céramique, un atelier de poterie, et le jeune homme vient d'arriver, et c'est un peu un type un peu taciturne, un peu laconique. Il est là, mais il donne pas l'impression d'avoir envie d'être là. Sauf qu'il est très très fort à ce qu'il fait, c'est-à-dire que c'est un très bon potier, il se débrouille très bien en céramique. Sauf qu'ils ont une vision hyper différente de la céramique, c'est-à-dire qu'elle adore peindre sur la céramique des décors, des fleurs, etc. Et lui, il préfère la pureté et le naturel, finalement, de la céramique, un peu juste un petit peu émaillée pour la rendre un poil brillante, mais c'est tout, rien d'autre. Et on va découvrir pourquoi il est comme ça, quel drame il a pu vivre dans sa vie, et on va pouvoir voir comment ces deux personnages se rapprochent et apprennent à se connaître. C'est super doux, c'est hyper touchant. Il y a une dizaine de tomes, je crois, si je dis pas de bêtises. Et puis pour ceux qui connaissent, c'était par l'autrice de Kids on the Slope, qui était sortie il y a quelques années chez Kazé. Et en fait, tu dis jeune fille et jeune homme, mais ils ont déjà au moins 25 ans, même un peu plus. C'est pour ça, parce qu'en fait, ce qui est cool, c'est que c'est de la romance un peu plus adulte. Ouais, jeune adulte. Voilà, jeune adulte, voire même, je pense qu'ils ont un peu plus. Et du coup, c'est hyper pertinent à lire. Enfin, je sais pas, c'est juste en fait. Et c'est un peu, si vous les avez lus, c'est un peu comme certains mangas de la collection Life chez Kana. Un petit peu comme Just Not Married, par exemple. Il y a un peu la même justesse dans les personnages et dans les relations que des gens de nos âges, quoi, de 25-30 ans, peuvent avoir avec d'autres êtres humains. Donc c'est sympa aussi de parfois sortir du carquois et du style lycéen qu'on a tout le temps, même si j'adore ça aussi, attention, mais bon, sortir de ça et avoir quelque chose d'un peu plus juste, c'est aussi super sympa, et franchement, puis le dessin est magnifique. Donc je pense que c'est une très bonne conclusion, parce qu'on est pas mal, on a tous présenté nos petits coups de cœur. Écoutez, merci à tous. C'est la deuxième fois qu'on filme cette conclusion parce que, évidemment, la caméra s'est coupée. Donc, ça va être le temps pour nous de conclure. Merci Sanoé d'avoir été nous pour ce numéro. Et merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci Julie d'être là. Merci à toi. Merci Christine également d'être ici. Et merci à vous de nous écouter ou de nous regarder. En tout cas, ça fait plaisir. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des avis, des retours, des idées, des questions, peu importe. C'est quelque chose qui peut nous aider un peu à améliorer ce podcast. On est preneurs. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc on est sur Instagram, Facebook, TikTok, @librairie-Nilmé. Donc suivez-nous partout et venez également nous voir au 47 boulevard de la Liberté à Rennes. On vous attend, on est ouvert du lundi au samedi, le lundi de 14 à 19, et après le mardi au samedi de 10 à 19. Voilà, on vous attend, on se voit quand vous voulez. À très bientôt et à plus. Au revoir. Bye. Là, on est bon. Yes.